On a hérité de la maison de nos grands-parents. Une vieille bicoque pleine de souvenirs d'enfance. Mes frères et sœurs voulaient la vendre au plus vite. Moi, j'y étais très attachée. J'ai dit non. Ils ont insisté, jusqu'à ce que je découvre leur véritable raison. Et là, j'ai compris. Je m'appelle Élise Dubois, et jusqu'à récemment, ma vie était plutôt banale. J'ai 34 ans, je travaille comme bibliothécaire dans une petite ville tranquille de province et je vis seule dans un appartement modeste, mais confortable. Ma famille, elle, est un peu plus agitée. J'ai 2 frères et sœurs, plus âgés que moi. Antoine, l'aîné, 42 ans, un homme d'affaires toujours pressé et un peu arrogant. Et Sophie, 39 ans, une artiste bohème, passionnée et, disons-le, souvent dans la lune. Nous avons grandi dans une vieille maison de famille, nichée au cœur de la campagne, dans un village pittoresque que je ne quitterais pour rien au monde. Cette maison, c'était celle de nos grands-parents, remplie de souvenirs d'enfance, de rires, de fêtes de famille et de l'odeur entêtante de la tarte aux pommes de grand-mère. Après leur décès, il y a quelques années, la maison nous est revenue en héritage. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Antoine et Sophie, qui vivent tous les deux à Paris, loin de la tranquillité campagnarde, n'ont jamais caché leur désir de se débarrasser de cette vieille bicoque. « Ça ne sert à rien de la garder, Élise, disait Antoine, lors de nos rares réunions de famille. C'est une ruine, il y a des travaux partout, et ça coûte une fortune à entretenir. On ferait mieux de la vendre et de se partager l'argent. » Sophie, elle, était moins pragmatique, mais tout aussi déterminée. « Élise, ma chérie, me disait-elle avec son ton théâtral habituel, cette maison est pleine d'énergie stagnante, du passé. Il faut tourner la page, avancer. Cet argent pourrait nous permettre de réaliser tellement de projets, tu imagines? Moi, j'étais la seule à m'opposer à cette idée. Cette maison, c'était bien plus qu'un simple bien immobilier pour moi. C'était un morceau de mon histoire, un refuge, un lieu où je me sentais enracinée. J'y passais tous mes week-ends, à jardiner, à lire sous le grand chêne du jardin, à me promener dans les bois environnants. Je ne pouvais pas me résoudre à la voir disparaître, transformée en résidence secondaire impersonnelle, ou, pire encore, démolie, pour laisser place à une construction moderne sans âme. « Écoutez, disais-je à chaque fois, je comprends vos arguments, mais je ne veux pas vendre. Je suis prête à m'occuper de la maison, à payer les réparations, les impôts, tout ce qu'il faut. Laissez-moi la garder. » Mes frères et sœurs me regardaient avec un mélange d'incompréhension et d'agacement. « Tu es folle, Élise, soupirait Antoine. Tu vas t'endetter pour une maison qui tombe en ruine. Tu pourrais utiliser cet argent pour investir, pour voyager, pour te faire plaisir. » Sophie, elle, levait les yeux au ciel. « Élise, tu t'accroches au passé, tu refuses d'évoluer, c'est tellement limitant. » Les discussions étaient toujours les mêmes, stériles et frustrantes. Ils ne comprenaient pas mon attachement, ils le jugeaient irrationnel, sentimentaliste. Moi, je ne comprenais pas leur empressement à se débarrasser de ce qui avait été notre foyer, le témoin de notre enfance. Finalement, lassée des disputes, j'avais fini par céder, à moitié. « Bon, d'accord, avais-je dit lors de notre dernière réunion de famille, je ne veux pas vendre tout de suite. Mais laissez-moi au moins essayer de la remettre en état. Je m'engage à faire des travaux, à la rendre plus habitable. Si, dans un an, vous voyez que ça ne marche pas, alors on avisera. Mais pour l'instant, laissez-moi faire. » À contre-cœur, Antoine et Sophie avaient accepté ce compromis. 1 an. C'était le délai qu'ils m'accordaient pour prouver que j'avais raison de m'accrocher à cette maison. 1 an pour la sauver de la vente, pour justifier mon attachement, pour leur montrer qu'elle avait encore une valeur au-delà de la valeur financière. 1 an, c'était à la fois long et terriblement court. J'ai donc commencé les travaux, seule. Mes frères et sœurs, bien sûr, n'ont pas levé le petit doigt. « Tu as voulu la garder, débrouille-toi » m'avait lancé Antoine, laconique. « Et puis on est trop occupés, tu comprends ?» Sophie, elle, m'avait proposé une aide plus spirituelle. « Je t'envoie des ondes positives, ma sœur. Visualise la maison rayonnante, pleine de lumière. C'est le plus important. » Merci Sophie, mais je crois que j'aurais préféré un coup de main pour déblayer le grenier ou repeindre les volets. Les premiers mois ont été épuisants. La maison était dans un état lamentable. La toiture fuyait, les murs étaient humides, le jardin envahi par les mauvaises herbes.
J'ai passé tous mes week-ends à nettoyer, à réparer, à bricoler, à essayer de rendre les lieux à peu près décents. J'ai appris à reconnaître les différentes essences de bois, à manier la perceuse, à reboucher les fissures avec de l'enduit. Mes mains étaient abîmées, mon dos me faisait souffrir. Mais j'étais animée par une énergie nouvelle, une détermination farouche. Je ne pouvais pas échouer. Je devais prouver que j'avais raison, non seulement à mes frères et sœurs, mais aussi à moi-même. Au bout de 6 mois, les résultats étaient visibles. La toiture avait été réparée, les murs assainis, le jardin commençait à reprendre forme. J'avais même réussi à aménager une petite chambre d'amis, coquette et accueillante. J'étais fière de mes progrès, même si j'étais consciente qu'il restait encore énormément de travail. Un soir, alors que j'étais épuisée, mais satisfaite, assise sur la terrasse, à admirer le coucher de soleil sur la vallée, j'ai reçu un appel d'Antoine. « Élise, il faut qu'on se parle », a-t-il dit sur un ton grave. « On doit se réunir à la maison ce week-end. Sophie sera là aussi. » J'ai senti un mauvais pressentiment. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Est-ce qu'il y a un problème ?»« On t'expliquera samedi », a-t-il répondu, évasif. « Sois là à 10 heures, et ne fais pas de plan pour le reste de la journée. » Il a raccroché sans autre explication. J'ai passé le reste de la soirée à me torturer l'esprit. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Étaient-ils enfin satisfaits des travaux? Ou, au contraire, avaient-ils décidé de mettre fin à mon projet et de forcer la vente? L'attente était insupportable. Le samedi matin, j'étais déjà dans la maison à 9 heures. J'ai fait le tour du jardin, vérifié que tout était en ordre, préparé du café et des viennoiseries. À 10 heures précises, la voiture d'Antoine s'est garée devant le portail. Sophie était avec lui. Ils étaient tous les deux tendus, silencieux, avec des mines graves. « Bonjour » ai-je dit en essayant de sourire. « Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette réunion de crise ?» Antoine m'a jeté un regard étrange. « Assieds-toi, Élise » a-t-il dit, « il faut qu'on te parle sérieusement. » Je me suis assise en face d'eux, le cœur battant la chamade. Sophie m'a pris la main avec une douceur inhabituelle. « Ma petite sœur » a-t-elle commencé, « ce qu'on va te dire n'est pas facile à entendre. Mais il faut que tu saches. » J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. « Savoir quoi ?» ai-je murmuré. « Qu'est-ce qui se passe avec la maison ?» Antoine a pris la parole avec un ton compassé. « Élise, tu sais que cette maison, c'est notre héritage. Elle nous vient de nos grands-parents. On y a tous les 3 des droits égaux. »« Oui, je sais, ai-je répondu, et je ne remets pas ça en question. Je veux juste la garder. » « Ce n'est pas si simple, Élise, » a repris Antoine. « Il y a des choses que tu ignores, des choses importantes. » Sophie a hoché la tête, les yeux embués de larmes. « Tu es la seule à vouloir garder cette maison, Élise. Antoine et moi, on a besoin de cet argent, tu comprends. »« Besoin de cet argent ?» ai-je répété, incrédule. « Pourquoi faire? Vous avez tous les deux des situations financières confortables, non ?» Antoine a détourné le regard. « Ce n'est pas si simple, Élise, a-t-il murmuré. Les affaires sont compliquées en ce moment. J'ai eu quelques revers. » Sophie a acquiescé, les yeux toujours humides. « Moi aussi, a-t-elle dit à voix basse. Mes expositions, ça ne marche pas fort en ce moment. Et puis, j'ai des dettes. » J'étais abasourdie. Je savais qu'Antoine avait parfois des périodes de vache maigre dans ses affaires, et que Sophie avait toujours vécu au jour le jour, sans se soucier des contingences matérielles. Mais à ce point, « Des dettes ?» ai-je demandé. « De quelles dettes vous parlez ?» Antoine a soupiré, visiblement mal à l'aise. « Écoute, Élise, a-t-il dit enfin, la vérité, c'est qu'on est au bord du gouffre, Sophie et moi. On a besoin de cet argent de la vente de la maison pour s'en sortir. Sinon, on risque de tout perdre. » Sophie a éclaté en sanglots. « Je suis désolée, Élise, a-t-elle sangloté. Je sais que tu tiens à cette maison, mais on n'a pas le choix. C'est une question de survie pour nous. » J'étais sous le choc. Je n'avais jamais imaginé une telle situation. Mes frères et sœurs, si sûrs d'eux, si arrogants parfois, étaient en réalité au bord de la faillite. Et ils comptaient sur moi, sur la vente de la maison familiale, pour les sauver. Tout à coup, leur empressement à se débarrasser de cette vieille bicoque prenait un tout autre sens. Ce n'était pas seulement une question d'argent facile, de désintérêt pour le passé, de modernité, c'était une question de survie pour eux. Un silence pesant s'est installé dans la pièce.
Je les ai regardés, Antoine avec son visage fermé et anxieux, Sophie avec ses yeux rougis et son corps secoué de sanglots. J'ai repensé à toutes ces discussions houleuses, à mes efforts pour sauver la maison, à leur incompréhension, à leur impatience, et je me suis rendu compte que j'avais été aveugle, centré sur mon propre attachement, sur ma propre nostalgie, sans voir la réalité en face. Ils n'étaient pas juste matérialistes et superficiels, comme je l'avais souvent pensé. Ils étaient désespérés. Je comprends, ai-je dit enfin à voix basse. Je comprends maintenant. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Antoine a haussé les épaules, gêné. On avait honte, Élise, a-t-il murmuré. On ne voulait pas t'inquiéter. Et puis, on espérait trouver une autre solution. Mais, il n'y en a pas. Sophie a relevé la tête, les yeux brillants. Alors, tu es d'accord, Élise, tu vas accepter de vendre la maison? Ça nous sauverait, tu sais. Vraiment. J'ai hésité. Vendre la maison, c'était renoncer à une partie de moi-même, à mes rêves, à mon refuge. Mais voir mes frères et sœurs dans cet état, entendre leur détresse, avait fait basculer la balance. Je ne pouvais pas les laisser tomber, même si cela signifiait sacrifier mon propre bonheur. Oui, ai-je dit, d'une voix brisée. Oui, je suis d'accord. On va vendre la maison. Antoine et Sophie ont poussé un soupir de soulagement. Sophie s'est jetée dans mes bras, en larmes. Merci, Élise, merci, merci infiniment. Tu es un ange. Antoine m'a serré la main avec un rare élan d'affection. Tu es formidable, Élise. On te remboursera, promis. Dès qu'on pourra. Je les ai regardés s'enlacer, soulagés, presque euphoriques. Et moi, je me sentais vide, anesthésiée, comme si on venait de m'arracher une partie de mon cœur. J'avais sauvé mes frères et sœurs, mais j'avais perdu ma maison. Le prix était lourd à payer. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Estimations, visites d'agents immobiliers, paperasse administrative. Tout allait très vite. Trop vite, peut-être. Je me sentais spectatrice de ma propre vie, impuissante à arrêter le processus de vente. Antoine s'occupait de tout, avec son efficacité habituelle. Sophie, elle, était redevenue légère et insouciante, comme si le problème était déjà résolu. Moi, je me contentais de suivre le mouvement sans rien dire, sans rien faire. J'avais l'impression de me dissocier, de regarder la scène de loin, comme si ce n'était pas ma vie, pas ma maison, pas ma famille. Un soir, alors que je rangeais les dernières affaires dans la maison, avant la visite finale des acheteurs, je suis tombée sur une vieille boîte en carton, oubliée dans un coin du grenier. Curieuse, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des photos jaunies, des lettres, des cartes postales, des dessins d'enfants, des souvenirs en pagaille. J'ai commencé à les examiner, un par un, avec une douce mélancolie. Des photos de mes grands-parents jeunes, souriants, amoureux, des lettres de leur jeunesse pleines de promesses et de rêves, des cartes postales de leur voyage des quatre coins du monde, et puis des dessins d'enfants, les nôtres, avec nos gribouillis maladroits, nos couleurs vives, nos messages naïfs. En regardant ces dessins, un détail m'a frappé. Il y en avait beaucoup, des dizaines, peut-être des centaines, tous signés de mon nom, Élise, et aucun, absolument aucun, signé par Antoine ou Sophie. Étrange. J'ai continué à fouiller dans la boîte, et j'ai trouvé d'autres choses encore plus étranges. Des bulletins scolaires, tous à mon nom, des diplômes, des récompenses, des lettres de félicitations, toujours à mon nom. Des cadeaux d'anniversaire, des cartes de vœux, des petits mots doux, encore et toujours à mon nom. Où étaient les souvenirs d'Antoine et Sophie? Pourquoi n'y avait-il que mes affaires dans cette boîte? Un doute a commencé à germer dans mon esprit. Un doute vague, confus, mais tenace. J'ai repris les photos, les lettres, les dessins, et je les ai réexaminés attentivement. Et là, j'ai compris. La plupart de ces souvenirs ne dataient pas de mon enfance, mais de celles de mes frères et sœurs. Les photos de mes grands-parents jeunes dataient des années 50, bien avant ma naissance. Les lettres et les cartes postales étaient adressées à grand-mère dans les années 60 et 70, quand j'étais encore un bébé, voire pas encore né. Les dessins d'enfants étaient datés des années 80, l'époque de l'enfance d'Antoine et Sophie. Pourquoi tous ces souvenirs, qui n'étaient pas les miens, se trouvaient-ils dans cette boîte, à mon nom? Et où étaient les miens? J'ai fouillé à nouveau le grenier, les placards, les tiroirs, les autres boîtes en carton. Rien. Pas une seule photo de mon enfant, pas un seul dessin, pas une seule lettre, pas un seul souvenir qui me soit propre.
C'était comme si mon enfance avait été effacée de l'histoire de cette maison. Comme si je n'avais jamais existé. La vérité m'a frappé en plein visage avec une violence inouïe. Mes frères et sœurs ne voulaient pas vendre la maison pour des raisons financières. Ils voulaient la vendre pour effacer les traces de leur propre enfance, pour se débarrasser d'un passé qu'ils voulaient oublier. Et ils avaient utilisé mon attachement à la maison comme un prétexte, un alibi, pour me manipuler, pour me culpabiliser, pour me forcer à accepter la vente. Ils avaient menti, ils avaient trahi ma confiance, ils m'avaient utilisé. Et tout ça pourquoi? Pour cacher quoi? La colère a commencé à monter en moi, sourde, froide, implacable. Colère contre Antoine et Sophie, pour leurs mensonges, leurs manipulations, leur égoïsme. Colère contre moi-même, pour ma naïveté, ma crédulité, ma faiblesse. J'avais été tellement préoccupée par le sauvetage de la maison que j'avais pas vu le piège se refermer sur moi. J'avais été prête à tout sacrifier pour eux, alors qu'ils n'avaient aucun respect pour mes sentiments, pour mes souvenirs, pour mon identité. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jessica, mon amie, celle qui m'avait aidée à démasquer Caroline. Jessica, et je dis, la voix tremblante de rage, il faut que tu m'aides à nouveau. Je crois que mes frères et sœurs me cachent quelque chose de grave, quelque chose qui concerne notre maison familiale. Jessica, toujours pragmatique et efficace, a accepté de m'aider. Elle a commencé à mener des recherches sur l'histoire de la maison, sur la vie de mes grands-parents, sur les relations entre mes frères et sœurs pendant leur enfance. En quelques jours, elle a rassemblé un dossier impressionnant de documents, de témoignages, de photos. Et ce qu'elle a découvert était encore plus choquant que je ne l'avais imaginé. La maison familiale n'était pas un simple héritage sentimental. Elle était aussi un lieu de souffrance, de secret, de traumatisme. Pendant leur enfance, Antoine et Sophie avaient été victimes de maltraitance de la part de leur père, mon grand-père. Violences physiques, abus psychologiques, humiliations répétées. La maison avait été le théâtre de ces horreurs, le témoin silencieux de leur douleur. Et c'est pour ça qu'ils voulaient la vendre, la détruire, la faire disparaître à jamais. Pour effacer les mauvais souvenirs, pour se reconstruire, pour tourner la page. Moi, j'étais arrivée après, bien après les drames. J'étais l'enfant de la réconciliation, de l'apaisement, de l'oubli. Mes grands-parents, rongés par la culpabilité et le remords, m'avaient surprotégée, gâtée, idéalisée. Ils avaient voulu compenser les souffrances de leurs aînés en me donnant tout l'amour, toute l'attention, toute l'affection qu'ils n'avaient pas su leur offrir. Et c'est pour ça que tous les souvenirs de cette maison étaient à mon nom. Parce que j'étais leur enfant préféré. Leur rachat, leur espoir de rédemption. J'ai compris alors pourquoi mes frères et sœurs m'avaient toujours regardé avec un mélange d'envie, de ressentiment et de culpabilité. Envie de mon enfance heureuse, de l'amour inconditionnel que j'avais reçu, de la place privilégiée que j'occupais dans le cœur de nos grands-parents. Ressentiment pour cette injustice, cette différence de traitement, cette blessure jamais cicatrisée. Culpabilité aussi de me faire souffrir en vendant la maison, de me priver de mon refuge, de mon héritage. Mais leur souffrance à eux était bien plus profonde, plus ancienne, plus légitime. Ils avaient été victimes et je n'avais jamais rien vu, rien compris. J'avais été aveugle, égoïste, centrée sur ma propre douleur, sans réaliser l'étendue de la leur. La colère s'est transformée en tristesse, puis en compassion. Je ne pouvais plus leur en vouloir. Je ne pouvais que les comprendre, les soutenir, les aider à guérir. J'ai appelé Antoine et Sophie et je leur ai demandé de revenir à la maison, une dernière fois. Ils sont arrivés, inquiets, sans se douter de ce que je savais. Je leur ai montré les documents rassemblés par Jessica, les photos, les témoignages, les preuves de leur souffrance passée. Au début, ils ont nié, ils ont protesté, ils ont essayé de minimiser. Puis, peu à peu, la vérité a fait son chemin. Ils ont pleuré, ils se sont confiés, ils ont vidé leur sac. Pour la première fois de leur vie, ils ont parlé de ce qu'ils avaient vécu dans cette maison, des maltraitances, des humiliations, de la peur. Et moi, je les ai écoutés, avec patience, avec empathie, avec amour. Je n'ai pas jugé, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas culpabilisé. J'ai juste été là pour eux, comme une sœur, une amie, une confidente. À la fin de la journée, épuisés mais soulagés, ils m'ont regardé avec des yeux nouveaux. Des yeux reconnaissants,
affectueux, respectueux. Merci Élise, a murmuré Antoine, merci de nous avoir ouvert les yeux. On n'aurait jamais dû te cacher tout ça. Sophie a pris ma main. Tu es incroyable Élise, a-t-elle dit, tu es bien plus forte que nous. Nous avons passé la nuit ensemble dans la maison, pour la dernière fois. Nous avons dîné, nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons partagé des souvenirs, des émotions, des secrets. Nous nous sommes rapprochés comme jamais auparavant. Le lendemain matin, au moment de partir, Antoine m'a serré dans ses bras. Tu sais, Élise, a-t-il dit, tu peux garder la maison si tu veux. On n'a plus besoin de la vendre. On a trouvé une autre solution. Et puis, elle est à toi maintenant. Tu l'as sauvée. Sophie a acquiescé. Oui, Élise, garde-la, elle t'appartient. Tu es la gardienne de nos souvenirs. J'ai été submergée par l'émotion. Garder la maison, c'était inespéré, inattendu, incroyable. Mais ce qui comptait le plus, ce n'était pas la maison elle-même, mais ce que nous avions réussi à accomplir ensemble. Nous avions brisé le silence, levé le voile sur le passé, guéri nos blessures. Nous avions retrouvé une fraternité authentique, profonde, indestructible. La maison n'était plus un lieu de souffrance, mais un symbole de notre renaissance, de notre amour familial retrouvé. J'ai accepté leur offre avec gratitude et émotion. J'ai gardé la maison, non pas comme un refuge nostalgique, mais comme un lieu de mémoire, de guérison et d'avenir. Je l'ai restaurée, embellie, ouverte aux amis, à la famille, à la vie. Et chaque fois que j'y retourne, je pense à Antoine et Sophie, à leur courage, à leur sincérité, à notre lien fraternel retrouvé. La maison familiale est toujours là, debout, solide, vibrante, et moi aussi. Grâce à elle, grâce à eux, grâce à nous. Nous avons survécu ensemble, et ça c'est le plus important.